Il y a aussi dans votre œuvre une absence totale de simplisme dans la psychologie des personnages. Vous ne fonctionnez pas sur, même si évidemment ces grandes tendances existent, un mal simpliste contre un bien simpliste. Vous avez toujours choisi d'intégrer dans vos romans de la demi-teinte, du gris. C'est de la richesse pour la littérature, ou est-ce que c'est parce que c'est aussi une façon de regarder la vie qui serait la vôtre, Robin Hood? I think that that fantasy and science fiction is often accused of having cardboard characters, puppet characters that are moved through a story being good for no apparent reason or being evil because they don't like good. So I wanted to avoid that. I wanted to build more complex characters. Every person I know, no matter how good, has moments of evil. And I do not know any person who is so wicked as to have never done something that was good. So I wanted my characters to struggle, as we do, to try to be good people, and to sometimes believe that they had to do things that were awful to attain the right end, because I think that is something that we see in our society too. Je pense que fantasy et science-fiction sont souvent la critique qu'on leur a souvent fait, c'est qu'on les a accusés d'avoir des personnages bidimensionnels, des personnages en carton, un peu des marionnettes que l'on pousse et que l'on guide à travers une histoire, qui sont bons sans sans qu'il y ait vraiment de raison apparente derrière ça, ou qui sont maléfiques simplement parce qu'ils n'aiment pas le bien. J'avais envie d'éviter ça et d'avoir des personnages plus complexes. Parce que je pense que chaque personne, quelle que soit, aussi bonne qu'elle soit, aussi positive qu'elle soit, a toujours à un moment des moments plus négatifs, plus mauvais. Et personne n'est maléfique au point de n'avoir jamais rien fait de bien dans sa vie. Je voulais des personnages qui luttent, comme nous tous, pour faire ce qui est bien. Et parce que je pense aussi qu'il jouait des personnages aussi qui croyaient parfois devoir faire des choses qui étaient terribles pour atteindre une fin qui était juste. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans notre société aussi. On continuera à parler pendant des heures de votre première série, mais il faut s'éloigner parce que, voilà, on ne peut pas vivre sur l'enfance d'un écrivain, même si c'est déjà une sacrée maturité que ce cycle de l'Assassin Royal. Mais un écrivain, ça poursuit une carrière. Alors, on va la poursuivre avec vous, Les Aventuriers de la Mer. Un extrait, si vous voulez bien, Sylvain Demière. Ô mon navire, on ne peut pas nous séparer après toutes ces années, alors que tu es si près de t'éveiller. Personne n'a le droit de nous faire ça. Elle murmurait, sachant l'inutilité de parler tout haut, tant le bateau et elle étaient intimement liés. Elle aurait pu jurer sentir en réponse un frémissement de la Vivacia. Ce lien qui nous unit était lui aussi voulu par mon père. C'est pourquoi il m'a fait embarquer alors que j'étais encore toute jeune, afin que nous parvenions à l'âge adulte en nous connaissant déjà. Il y eut un nouveau frémissement des membrures du navire, si faible qu'un autre ne l'aurait pas perçu. Mais Althea connaissait trop bien la Vivacia pour s'y laisser prendre. Elle ferma les yeux et livra à son bateau ses angoisses, sa colère et ses espoirs. Et, en retour, elle éprouva la faible agitation de l'esprit encore inconscient de la Vivacia. Dans les années à venir, une fois que la Vivacia se serait éveillée, c'est à elle que le navire préférerait s'adresser. Ce serait à sa main sur la barre que le bateau réagirait le plus vite. Althea savait que, pour elle, il courrait avec plaisir devant le vent, qu'il combattrait les mers adverses de tout son cœur. Ensemble, ils rallieraient des ports de commerce et rapporteraient des cargaisons avec lesquelles aucune marchandise de Terryville ne saurait rivaliser.
des merveilles qui dépasseraient même celles des habitants du désert des pluies. Et, quand elle mourrait, ce serait son fils ou sa fille qui monterait à la barre, et non un des rejetons de Kyle. Elle s'en fit la promesse, tant à elle-même qu'au navire. Elle essuya ses yeux pleins de larmes, puis ramassa la soie tombée à terre. Un autre univers, mais là aussi la magie est présente. Et cette fois-ci, ce sont les vaisseaux eux-mêmes, les bateaux qui sont magiques. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert votre série d'Aventuriers de la mer, essayez de nous brosser en quelques mots, Robin Hobb, un peu l'univers et en quoi vous avez voulu sortir tout en y étant de votre premier univers. In the original Farseer trilogy, there is a city that is mentioned. It's Bingtown to the south. And it's known as a place where if a man can imagine a thing, he can buy it there. So that very much appealed to me as a setting for a story. And I knew that the events that had happened in the Farseer trilogy would have far-reaching effects as trade opens up again because a war is ending. So I thought that this would be a good place to look for the next important story that would set the stage for more world-changing events. I like Bingtown. It's essentially a nation that was founded by exiles and in a rather, for the most part, it's a rather inhospitable place. It doesn't have a lot going for it, except it is an excellent harbor. It's a trading town, and that they have a source of amazing trade goods that nobody else in the world has access to. So I put those things in place, and the story began to move on its own. Dans la série la série originale de l'Assassin Royal, dans les 6 premiers volumes, à l'époque, donc, on entend la mention d'une ville qui s'appelle Terrillville et dont la rumeur veut, ou en tout cas elle est connue pour être une ville où on dit si quelqu'un peut imaginer une chose, alors cette chose peut être achetée là-bas, à Terrillville. Et c'est une idée qui m'a beaucoup séduite pour construire le décor pour une histoire. Je savais que les événements qui se déroulent dans les 6 premiers volumes de l'Assassin Royal auraient des grandes répercussions à travers le monde. Par exemple, une réouverture et une réalimentation du commerce, puisqu'une guerre se termine. Et je me disais que cet endroit serait un bon endroit pour essayer de chercher les germes d'une autre histoire qui aurait des événements qui se répercuteraient, qui auraient une importance pour le monde entier. J'aime beaucoup Terrillville. C'est un endroit qui a été fondé par des exilés. Dans l'ensemble, c'est une ville qui se situe dans une région plutôt inhospitalière. C'est un port, mais surtout c'est un port de commerce très développé et excellent. Notamment parce qu'à Terrillville, il y a une source de marchandises que personne d'autre dans le monde n'a et à qui personne d'autre n'a accès. Et ça semblait une bonne base. Et donc c'est ce décor que j'ai mis en place. Et puis j'ai ensuite laissé l'histoire se développer. Vous êtes intéressé par la mer, les marins, c'est peut-être pas par hasard, Robin Hobb. Sans rentrer dans les secrets, qu'est-ce qui vous passionne dans la mer et pourquoi ça vous intéresse autant? Et pourquoi, je l'ai lu dans un de vos livres récents, les préjugés sur les gens de mer, ça vous énerve? I think I've always lived near the ocean from the time I was a small child.